Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes extrêmement chanceux ce matin. Vous allez passer 1 heure avec Francis Kurkdjian pour sa masterclass dans les coulisses de création d'un parfum. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. Bonjour Francis. Bonjour Karine. Créateur de parfums, cofondateur de la maison Francis Kurkdjian. On va y venir à cette histoire, mais surtout, on avait envie de rentrer avec vous ce matin dans toute la construction finalement de ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre nez, jusqu'à arriver au parfum final. On va assez logiquement. D'où venez-vous, Francis Kurkdjian? On commence par ça. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je viens d'une petite ville du 93, de l'Est parisien. Elle s'appelle Gournay-sur-Marne. C'est à côté de Noisy-le-Grand, Euro Disney. Voilà, si vous allez à Euro Disney, avant, il y a une station qui doit s'appeler Noisy-le-Grand-Mont-d'Est. C'est une petite ville tout en bas, plantée sur les bords de Marne. Je suis de parents français, mais d'origine arménienne, puisque mes grands-parents sont arrivés en France il y a à peu près une centaine d'années maintenant, à peu près. Oui, 1925, émigrés français. Et j'ai voulu devenir parfumeur. Moi, j'ai eu cette chance de savoir ce que je voulais faire. J'avais 13 ou 14 ans. Mmh. Et donc, j'ai jamais changé d'avis. J'ai jamais eu à changer d'avis non plus. Donc, à 13 ans, révélation. Vous souhaitez être parfumeur, mais comment vous y parvenez? Parce qu'entre le souhait alors, faut et l'arrivée... Alors, je vois qu'il y a des parents donc qui ont mon âge, certainement. Et je vois qu'ils vont comprendre mes références. Mais donc, il n'y a pas Internet, déjà. Il n'y a pas les Google Search, il n'y a pas les deux mains du luxe, par exemple. Il faut saluer Bénédicte d'organiser, et tout le comité Colbert, d'organiser ces initiatives pour faire comprendre aux enfants, aux jeunes, nos métiers. Il n'y avait pas tout ça, il y avait très peu. Il y en avait quelques-uns, mais très très peu. On ne parlait pas non plus du patrimoine de la manière dont on parlait aujourd'hui. On ne parlait pas des métiers d'art de la manière dont C'était très dénigré, hein, les métiers d'art et le métier de la main. Aujourd'hui, on les valorise. J'entendais ce matin à la radio qu'il manque 10 000 places, 20 000 en horlogerie ou en général. Ils ont fait une erreur alors sur la radio, mais en tout cas, il fallait que tout le monde ait son bac, il fallait qu'on fasse tous des études supérieures, qu'on soit doué ou pas. Moi, j'étais un enfant très turbulent. Je ne dis pas que j'étais mauvais, mais j'étais plutôt très turbulent, donc ça ne me plaisait pas trop. Mais c'était un peu cet environnement-là, et finalement, il faut de la passion et il faut de la détermination. Je dirais que c'est ça qu'il faut. Il faut croire en soi. Alors pour croire en soi, il faut déjà avoir des parents qui vous aiment et qui croient en vous. Il faut un entourage qui puisse vous soutenir, parce que je pense que les premières limites que l'on a dans la vie, et je le vois d'autant plus aujourd'hui que j'ai un certain âge, c'est le milieu social qui vous interdit des choses et qui vous dit c'est pas pour vous. Ça, c'est très important. Enfin, les parents déjà, qui vous donnent une forme de c'est possible ou pas, qui vous encouragent à faire des choses qui sortent de leurs compétences. Très vite, mes parents... qui n'ont pas été beaucoup à l'école, hein. Ils avaient à peine le brevet des collèges, se sentaient un peu dépassés, mais ils ont eu foi en nous, ils nous ont laissé faire, et c'est vrai que moi j'ai travaillé, j'ai eu des embûches, j'ai pas eu le bac avec des super notes, mais je me suis accroché, je suis allé il fallait faire des études de sciences et notamment de chimie, c'était compliqué parce que j'aimais vraiment pas ça, et je suis vraiment pas bon en chimie, mais voilà, j'y suis. Donc, faut y croire tout le temps. École de parfumerie, jusqu'où? J'ai écrit des lettres, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'email. Il fallait écrire des lettres. Dès que vous faisiez une petite tache d'encre ou une faute d'orthographe, il fallait la recommencer. Aujourd'hui, vous allez correct. Non, mais c'est pour dire aussi que votre vie est un peu facile, les jeunes, là. Imaginez qu'il fallait trouver l'adresse, la bonne adresse. Si le code postal n'était pas le bon, la lettre, elle vous revenait. On ne savait pas si la lettre était reçue. Je dis pas on est mieux que vous, c'est pas ça. Il y a d'autres enjeux aujourd'hui, mais c'était quand même très difficile de trouver le bon contact, la bonne adresse, le bon service, la bonne société, d'avoir les infos. Donc voilà, donc c'est beaucoup de lettres. Un jour, il y a une maison qui répond, 2 maisons qui répondent, notamment la maison Dior et la maison Lancôme, qui me répondent. Une lettre, j'avais 15 ou 16 ans, je voulais faire un stage d'été. Bon, ils me disent, c'est pareil, les stages aujourd'hui, on les encourage. Et j'accueille dans le laboratoire les stages de 3e, les stages de seconde, les stages de première. Il y a 40 ans, on n'en parlait même pas de tout ça. Donc, ils me disent trop jeune, comment faire? Petit à petit, le contact d'un contact qui finit par me dire qu'il y a une école qui existe, voilà, à Versailles, l'école de parfumerie de Versailles, qui est représentée aujourd'hui, les IPCA. Une école que j'ai faite il y a maintenant
35 ans. Et puis je me dis, c'est à la fois ce que je veux faire et pas ce que je veux faire. Parce que j'avais une vision du métier. Parce que j'avais une vision du métier qui était complètement distordue. Enfin, elle était distordue par rapport à la réalité, en fait. C'était votre imaginaire du métier, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas un magazine féminin qui, dans la semaine, ne vous parle pas d'un nouveau parfum. Ah oui. Je viens encore d'une époque, ça fait très dinosaure, mais il faut que vous recontextualisez les choses pour montrer que le monde évolue, et tant mieux. Il y avait un spécial parfum par an. Un spécial parfum par an. On ne parlait pas des parfumeurs comme on en parle aujourd'hui. C'était des métiers qui étaient dans des tours d'ivoire. Il ne fallait surtout pas qu'on montre le parfumeur. Ils étaient cachés derrière le couturier. On savait à peine qui était Jacques Paul. Jacques Paul, j'ai participé à la création d'Opium d'Yves Saint Laurent. On ne sait pas qui a finalement le trophée Trésor de Lancôme. On ne savait pas qui était derrière les grands parfums. Ernest Beau, on en parlait un petit peu, mais pas tant que ça chez Chanel non plus. Et donc... très compliqué d'avoir des informations et très compliqué d'avoir une image juste de ce que peut faire le parfumeur. Donc quand je suis arrivé à l'école de parfumerie, moi j'aimais le parfum. Voilà. Ça, je savais que j'aimais le parfum. Et puis j'ai découvert petit à petit comment on compose un parfum, comment ça se travaille, comment on cultive le goût. Parce que le goût olfactif, ça se cultive comme le goût visuel. On apprend à sentir. Ça paraît bizarre de dire qu'on apprend à sentir, mais on apprend à voir, hein, on apprend à regarder. Ça, c'est un bleu qui a un peu de jaune dedans. Voilà. Et puis, vous apprenez les couleurs. Quand on est petit, on apprend les couleurs, on n'apprend pas les odeurs. Donc, à l'école de parfumerie, à l'âge de 20 ans, vous découvrez que ce n'est pas le nez qui sent, mais c'est le cerveau. Et c'est assez fabuleux. Et là, c'est le déclic. Et là, c'est le déclic, on se dit effectivement... J'ai toujours eu le déclic, souvent, je crois. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, sur les métiers de la main, les métiers, enfin tous ces métiers d'art, donc du nez, aussi du goût, on se dit, mais à quoi sert le cerveau? Mais c'est la base. Alors, j'ai découvert un peu plus tard, en fait. Ouais. Je ne l'ai pas découvert à l'école. Parce qu'à l'école, la manière d'enseigner le parfum était à la fois très académique et je remercie quand même les professeurs qui m'ont enseigné la parfumerie. Mais je trouvais que c'était pas... Il y a des choses que j'ai compris bien plus tard. Et que j'ai compris quand moi-même j'ai enseigné la parfumerie. Puisque très vite après être passé à l'école, 5 ou 6 ans plus tard, je suis devenu moi-même enseignant. Parce que j'avais fait des parfums, parce que j'étais travaillé aux États-Unis, je suis revenu, enfin on va pas faire toute la carrière comme ça, mais c'est en apprenant aux autres que j'ai dû verbaliser et que j'ai dû réfléchir à mon métier. Et je crois que le meilleur apprentissage que j'ai pu avoir, c'était pas tant de moi-même, parce que c'est surtout les professeurs qui m'ont appris et les parfumeurs avec qui j'ai travaillé qui m'ont fait grandir, mais c'était d'avoir à expliquer c'est quoi le parfum. Et c'est en expliquant c'est quoi le parfum aux autres que j'ai moi-même compris ce qu'était le parfum pour moi. Vous le disiez, on va passer rapidement, mais vous êtes passé par plusieurs maisons en sortant de l'école. On vous doit quand même, on peut citer quelques grands parfums que l'on vous doit, où vous étiez un petit peu dans l'ombre, en tout cas, comme vous le disiez. Et à un moment donné, vous créez votre maison. Quels sont les parfums que vous avez créés avant de créer votre propre maison? Alors moi, ma vie a été faite de rencontres. Beaucoup de femmes. Chantal Ross, plus personne ne la connaît aujourd'hui, mais à une époque, c'était un peu la Anna Wintour de la parfumerie mondiale. Donc le diable s'habille en Prada, vous voyez Meryl Streep, et ben vous aviez blonde aussi, Chantal Ross, qui faisait trembler les murs, qui faisait trembler tout le monde, les grands patrons des maisons de parfumerie. Et on s'est rencontrés, je l'ai rencontré à l'issue d'une école je faisais une formation en marketing. Et avec elle, grâce à elle, j'ai composé le Mal de Jean-Paul Gaultier. Donc j'avais 25 ans. Donc c'était il y a 30 ans. Puis ensuite, je suis parti, on m'a envoyé travailler aux États-Unis, puisque le marché américain, aujourd'hui c'est un peu différent, mais dans les années 95-2000, tout se passe aux États-Unis. Beaucoup de grosses marques américaines, des groupes partent à New York. Donc la parfumerie française est un peu... Les marques françaises sont un peu en déclin, ne comprennent pas trop ce grand changement marketing qui s'opère avec les États-Unis. Et puis le marché américain, ça ne me convient pas du tout. La manière dont on traite les parfumeurs, la manière dont, quand je dis qu'on traite, la relation entre la marque et le parfumeur, où le parfum est une commodité, un produit marketing, c'est benchmarké, il y a des tests consommateurs, on regarde ce que fait le voisin, on copie, on se recopie les uns les autres. C'est pas ce que je voulais faire de mon métier. Et donc je rentre à Paris début 2000 avec une idée, parce que j'ai regardé un peu ce qui se passait dans l'univers du luxe et de la beauté. Il y a Thierry de Gainsbourg qui crée sa marque. C'était une très grande make-up. Aujourd'hui, c'est connu. Les make-up artistes sont très connus, mais Thierry de Gainsbourg, c'est l'une des pionnières.
Elle travaille chez Saint-Laurent et elle crée sa marque. Elle s'appelle By Terry et elle faisait du maquillage qu'elle appelait haute couleur. Et j'ouvre un magazine à New York, je tombe dessus, je réussis à la rencontrer et je me dis en fait il faut que je fasse moi du parfum sur mesure. Et donc je me lance en 2001 tout en continuant à travailler pour les autres maisons et je rencontre mon associé alors que je suis en train de travailler pour d'autres maisons. Alors, le métier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme si vous aviez des agences de publicité qui ont dans les agences de publicité des talents publicitaires. Et il y a des marques qui viennent voir ces agences de publicité pour leur demander des campagnes de publicité. Ben là, c'est pareil. Vous avez des marques qui n'ont pas de parfumeur maison. Moi, je suis un parfumeur dans ma maison, mais je suis aussi un parfumeur maison chez Dior. Mais la plupart des maisons n'ont pas de parfumeur intégré. Et donc, elles s'adressent à des sociétés dont c'est le métier de sous-traiter. Elles font de la sous-traitance de création. Alors, ce n'est pas le mot sous-traitance au sens bas de gamme qu'il faut l'entendre, mais c'est de la compétition. C'est très dur comme environnement. Hyper compétitif, très long. Un parfum, la création d'un parfum dans ce contexte-là peut durer 3-4 ans, 5 ans parfois. Moi, ça ne me convenait pas non plus. Donc j'ai toujours tout fait pour créer mon espace de liberté. Voilà. Donc on fait un petit saut dans le temps. 2009, donc vous créez votre maison à votre goût, de ce qu'on entend, qui allait vous correspondre. Et du coup, avec Marc Chaya, vous en êtes bien sûr directeur artistique de cette maison. Quand je dis à votre goût, c'est que vous l'avez imaginé différemment de ce qui existait. Vous avez un vocabulaire précis. Je fais partie des petites marques, parce que nous sommes encore une petite maison, mais qui portent le nom de son parfumeur. Il y en a à mon époque, en 2000, c'est pas pareil, c'est presque il y a 20 ans, il faut y regarder le panorama. Il y a eu deux époques en parfumerie. L'époque avant 1925, je vais faire assez court, mais c'est important de recontextualiser parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité que vous pouvez voir dans Paris, vraiment, si vous allez rue Saint-Honoré aujourd'hui, entre l'avenue de l'Opéra et la rue Royale, vous avez que des maisons de parfums qui viennent d'ouvrir, que des boutiques de parfumeurs. Ça date d'il y a entre 5 et 10 ans, cette effervescence. Mais le métier de parfumeur a quelque part, au sens celui qui compose et celui qui vend son parfum, a presque disparu à partir de 1925, quand la parfumerie est passée dans le giron de la mode. Coco Chanel, la première, puisque c'est elle, avec son numéro 5 de Chanel, qui ouvre la porte à ce que toutes les maisons de mode aient également du parfum. Et finalement, le parfumeur s'est fait un peu déposséder de son métier, de l'inspiration et de tout ce qui... Et on l'a cantonné à... D'ailleurs, on l'appelle un nez. On l'appelle rarement un parfumeur, on l'appelle un nez. Et surtout, il est un peu dépossédé de tout ce qu'il y a autour du flacon de parfum. On ne concentre qu'à l'odeur. Et moi, ce qui m'avait fait rêver quand j'étais ado, quand j'avais 14, 15, 16 ans, c'était la collection de miniatures de ma sœur, c'était les parfums que portaient ma mère et mon père, et c'était le flacon, les campagnes de publicité. D'ailleurs, on ne disait pas des campagnes de pub, on disait des films publicitaires, des trucs qui duraient 4-5 minutes à la télévision. On voyait, c'était somptueux, il y avait des vrais univers de mode et de couture. Moi, je viens aussi de l'univers de la couture, et j'ai voulu recréer un peu cet univers-là, non pas par rapport à la mode, mais par rapport au métier de parfumeur. Multifacette, parce que le métier de parfumeur, ce n'est pas que la face immergée de l'iceberg que vous voyez, qui est les grands parfums luxueux, l'avenue Montaigne et la rue Saint-Honoré et les magazines en papier glacé. C'est aussi les shampoings, les gels douche, les déodorants, les produits ménagers, les pastilles pour le lave-vaisselle, le cirage est parfumé, les voitures sont parfumées. L'intérieur de la maison. Tout ce qui comporte une odeur de manière industrielle est parfumé, en fait. Et c'est cette idée-là qui m'intéressait, c'était d'exploiter mon métier sous toutes ses facettes. Le vestiaire olfactif, c'est votre vision des choses. Ça, c'est ma patte. Ça, c'est avec Marc. En fait, c'est Marc qui l'a verbalisé. C'est en m'entendant parler dans des interviews, quand je faisais cette relation avec la mode et le parfum, que Marc a dit en fait, tu parles de ça comme... C'est un mot que j'utilisais souvent. Je disais, il faut vivre avec le parfum comme on vit avec ses vêtements. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu à la maison. Ma mère avait plusieurs parfums. Ma mère est décédée depuis très longtemps, mais il n'y a pas un parfum qui l'a... Quand je sens un parfum, c'est pas un parfum. Ma mère, ce sont des parfums qu'elle a changé au fur et à mesure de sa féminité. Quand ma petite sœur aînée, il y a eu un nouveau parfum. Voilà, il y a plein de choses dans la vie qui font qu'on a des parfums qui changent, parce qu'on change. On se coupe les cheveux, on se teint les cheveux, comme le vêtement en fait. Et
Mon idée, c'était de vivre le parfum comme on vit le vêtement, sans être dans cette forme de dramaturgie de « il faut que je trouve le parfum signature ». Moi, je viens d'une époque où dans la presse, on parlait de « il faut absolument que les femmes aient un parfum ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Les femmes aujourd'hui sont multiples. Elles travaillent, alors qu'à une époque, elles travaillaient. Celles qui pouvaient acheter du parfum, en fait, ne travaillaient pas. Donc les femmes qui, tout d'un coup, elles se sont mises à travailler. Enfin, faut pas l'articuler comme ça. C'est plutôt les femmes qui pouvaient acheter du parfum ont aussi travaillé. Donc on peut penser qu'on ne porte pas le même parfum quand on travaille que quand on ne travaille pas, quand on sort, des parfums du week-end. Voilà, c'est le parfum. Selon les saisons. Le parfum a toujours été saisonnier, on le disait de manière inconsciente, mais donc je voulais un peu moderniser, je ne sais même pas moderniser, c'est même... non, je voulais faire comme je pensais le faire. Oui. J'aime pas l'idée de moderniser, je ne sais même pas si je modernise d'ailleurs, mais comme je voulais faire à ma tête, voilà, à ma sauce. Alors justement, si on rentre dans le vif du sujet, la création d'un parfum, par quoi ça commence? Je lisais, vous vous réveillez toujours à 5h du matin, c'est vrai ça? Oui. Waouh. Donc vous vous dites, je suis tout le temps dehors, ce n'est pas en restant assis dans son bureau que l'inspiration va tomber. Ah oui, ça c'est sûr. Mais oui. Alors, ah oui, non mais ça c'est évident. Un bureau c'est fermé, sauf si on est branché sur Internet constamment et si on a une très très grande bibliothèque. Mais même, pour moi le parfum c'est la vie. C'est l'incarnation même de la vie et de l'humain. Je sens, donc je respire. On l'a vu avec Covid, hein, on l'a tous vu. Quand on met le masque, c'était pas agréable, on sentait pas les autres, on est enrhumé, on sent pas. On a eu, pour certains, moi j'ai eu le Covid, ça a duré 48 heures, ça a été les 48 pires heures de ma vie. Donc le parfum, c'est ce qui me différencie de la machine aujourd'hui, de l'intelligence artificielle dans quelques années. Elle va réfléchir plus vite, mieux, elle fera tout bien. Donc, mais elle n'aura pas d'émotion liée à l'odeur. Et cette émotion physique qui est liée à l'idée de l'être vivant, en fait. Parce que vous êtes un esthète aussi, vous observez, vous parliez du nez, mais vous êtes aussi beaucoup dans l'observation. Quand vous sortez, c'est quoi? C'est un musée? C'est la nature? C'est une rencontre? Inspiration, ça peut être une conversation avec un ami. Tout d'un coup, il a le mot qui déclic, il vous fait penser à quelque chose. Il y a une forme de chose qui vous traverse la tête comme ça, qui fait que ça vous... Ah, mais oui, c'est ça. Donc, je m'envoie maintenant des SMS ou des emails. Comme ça me fait comme un bloc-notes. C'est des artistes, certains. Là, il y a une très belle exposition Soulage au musée de Luxembourg. C'est Soulage et le Brunois sur du papier. Il y a des citations de Soulage qui sont d'une vérité où il parle. Et c'est intéressant parce qu'il parle de l'artisan et de l'art. Et c'est intéressant cette frontière de l'artisanat et de l'art parce que très souvent, je pense qu'il y a une confusion dans les deux. Et par exemple, Soulage, pour moi, c'est un... Alors, on peut ou pas aimer que ça soit tout noir, hein, c'est pas le débat, mais il dit par exemple que l'artisan, c'est forcément où il va. Et c'est vrai qu'un artisan, quand il fait quelque chose, il sait où il va. Et il y va dans l'excellence, dans la qualité, mais il y va. Le trait de crayon, la coupe, le baudruchage, l'asticage, la pose d'une étiquette, d'une anse. Un artiste, au contraire, il ne sait pas où il va. Il y a une forme d'intuition qui, tout d'un coup, et de quête de quelque chose qui fait que vous emmenez votre produit, vous emmenez le sujet plus loin. Donc ça peut être des artistes, ça va être d'autres créateurs de parfums avec qui je peux échanger. Il y en a peu parce qu'il faut trouver un peu son partenaire. Il faut avoir un peu les mêmes univers. Je pense, en tout cas la même manière de décrire les choses. La musique, j'ai beaucoup d'amis dans la musique qui m'inspirent, qui me font aussi grandir moi dans ma manière de voir le monde. Si on prend Kirky, par exemple, donc le dernier. Que vous pouvez sentir si vous êtes arrivé. En fait, on a pris cet exemple-là parce que après, vous avez la promenade des Deux Mains du Luxe avec toutes ces maisons qui vous proposent des expériences. C'est le parfum que la maison a mis en avant. Et je me suis dit que c'était bien, comme vous allez le voir, de l'avoir un peu en tête pour voir comment je l'ai composé. Et ce qui est étonnant, c'est que vous racontez une histoire. Et vous dites, sans histoire, il n'y a pas de parfum. Moi, je ne sais pas faire autrement. Parce que je suis fainéant comme gars. Je travaille beaucoup, mais... Je ne suis pas certaine. Mais si, parce qu'en fait, les gens fainéants, ils s'arrangent pour faire les choses efficacement et rapidement. Parce que quand ça traîne, c'est compliqué, ça prend du temps. Et j'ai toujours trouvé qu'autour de moi, les gens qui étaient un peu dans une forme de fainéantisme... Il ne faut pas mélanger fainéantisme et procrastination. D'accord. C'est deux choses. C'est procrastiner, c'est on le remet à plus tard. Ouais. Fainéant, en fait, ça veut dire je veux le dépenser le moins d'énergie pour que ça se fasse. C'est un peu ça la fainéantise. Et je pense que je suis une espèce de fainéant hyperactif. J'adore faire plein de trucs,
Mais faut que ça aille très vite. Sinon, et le métier de parfumeur, c'est le pire métier que j'ai choisi. C'est très lent. C'est super lent parfois. Il faut être patient. Et je suis toujours dans cette dualité où je me dis, mais... Donc, Körky, vous racontez d'abord l'histoire je me raconte... avant de créer l'odeur, en fait. Ah bah oui, parce que l'odeur, en tout cas pour moi, je sais qu'il y a Thierry Vasseur qui vient un peu plus tard. Il racontera, de chez Guerlain. De chez Guerlain. Il racontera certainement une autre histoire. Mais oui, parce que je vous donne 2 exemples. Et alors, Thierry pourra rectifier les dates. Chez Guerlain, et je prends toujours le même exemple parce que pour moi, c'est symptomatique. On fête cette année les 100 ans de Chalimard. Sublime parfum, 1925, l'époque art déco, exposition universelle, immense composition parfumée. Quasiment au même moment, Guerlain sort un parfum qui s'appelle Jardin de mon curé. C'est pas une blague, c'est historique. Guerlain sort un parfum qui s'appelle Jardin de mon curé. Déjà, quand vous portez, qu'est-ce que vous portez? Si vous dites que vous portez Jardin de mon curé, ça le fait moins bien que Chalimard. Et puis Chalimard, ça ouvre un univers. Je dis pas que Jardin de mon curé, ça n'ouvre pas un univers, ça ouvre un univers, mais c'est pas le même. Et donc, suivant le nom et l'histoire, on comprend bien qu'on va pas écrire la même odeur. Enfin, quand on regarde, la problématique, c'est qu'on dit toujours qu'un parfumeur, c'est un nez. Donc, on pense que tout part d'ici, et que c'est là, et qu'il n'y a rien. En fait, il est là dans les fleurs, partout. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est comme si vous disiez, c'est comme si on retirait d'un peintre le fait que c'était un œil. À la fin, c'est qui? C'est Matisse qui ne voit plus. Non, c'est Monet. Monet qui ne voit plus trop, qui est presque aveugle et qui peint les nymphéas. C'est Monet. C'est Monet. Voilà, c'est Monet, les nymphéas. Il est presque aveugle et il peint des ombres et il peint des impressions d'eux. Alors, il a bien sûr, ça passe par l'œil. Mais ça passait d'abord par la tête. Si Picasso n'a pas l'idée de déconstruire la forme graphique d'un tableau pour en faire les Demoiselles d'Avignon, s'il n'a pas cette envie, en fait, c'est pas sa main qui tout d'un coup lui fait faire des lignes droites. Si Mondrian n'avait pas été alité et n'était pas en train de regarder un arbre qui perd ses feuilles, qui petit à petit va faire des verticales, des horizontales et qui va tout d'un coup décider de remplir ses trous avec... Je décide d'associer du musc et des petits fruits et mes souvenirs d'enfance dans un parfum qui va s'appeler Körky. C'est une volonté de ma part. Donc Körky, ça commence par le nom? Non, alors ça a commencé par quoi? Alors non, il y a une histoire dans la maison qui a toujours été, pour mes amis proches, quand ils avaient des enfants, en général, ils ont tout. Les layettes, les bavettes, les sucettes, les machins et tout. Et puis les timbales et les trucs, on n'utilise plus trop. Les timbales et les gourmettes, c'est plus trop à la mode. Donc en fait, je faisais un petit parfum pour enfants et je gravais le flacon parce que je me dis, ça au moins ils ne l'auront pas. Donc je grave, depuis plus de 20 ans, un flacon avec la date de naissance, les prénoms de l'enfant et je mets un petit parfum dedans. Il faut le vaporiser sur les vêtements, pas sur la peau. J'explique tout ça, mais c'est le cadeau que je fais. Et quand on a créé la maison avec Marc, on a commencé tout d'un coup à avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui ont eu des enfants. On a gardé ce petit truc qui était d'offrir un flacon, voilà, pour les enfants. Et puis j'aime bien l'enfance. Parce que l'enfance, c'est plein de choses. C'est déjà l'espoir, très souvent. C'est une période de vérité. Il n'y a pas de tabou. On aime, on n'aime pas. Ah, ça sent bon, ça burk. Tout de suite, ah, t'as une sale tête. Ah, je voyais ça me fait penser à mes nièces qui me disent, ah, t'as une sale tête aujourd'hui. Il y a une vérité qui est très proche de celle de l'odeur. On aime, on n'aime pas. Il y a peu d'entre-deux. Le bof dans l'enfance n'existe pas. C'est aussi, et c'est quelque chose aussi de la maison, et ce que je m'applique toujours, et ce que je vous demande de faire aussi pour vous, c'est les rêves sont faits pour être exaucés, pour laisser la place à des nouveaux. Il n'y a rien de pire que les vieux rêves tout cramoisis, tout pourris, tout moisis, qu'on traîne dans un tiroir et qu'on ouvre de temps en temps en disant « Ah, si j'avais pu, si j'avais su ». Il faut absolument arriver dans sa vie, et c'est même pas moi qui le dis, je crois que c'est Alfred de Vigny, je ne vais pas réussir à le sortir, je vous le donnerai après, mais qui parle d'une vie. C'est quoi une vie réussie? Je crois que je vais y arriver. Une vie réussie, ce sont des rêves de jeunesse accomplis. Je crois que c'est Alfred de Vigny. Et en fait, j'arrive à un âge où c'est plutôt derrière que devant, quand même, où tout d'un coup, il faut commencer à regarder aussi un peu l'inventaire des choses. Et on se dit, est-ce que j'ai fait ce que je voulais? Est-ce que j'ai rempli un peu le contrat que je m'étais fixé avec mes rêves d'enfant? Est-ce que tout d'un coup,
ouais, est-ce que ça rentre un peu? Ah, et bien sûr, tout n'est pas carré, tout n'est pas génial, mais je me dis Quirky, c'est un peu ça. C'est ne pas oublier quand on est grand, qu'on a été petit, qu'on a eu des rêves. Et Donc c'est le parfum de l'enfance? c'est le parfum où on ose des choses qu'on n'ose plus quand on est grand. Là, il pleuvait aujourd'hui. Bah, en fait, quand on est petit, on saute à 2 pieds joints dans une flaque d'eau. Qu'est-ce que c'est drôle! Un peu comme dans Chantons sous la pluie. C'est quand même fabuleux ce passage où il est à pieds joints comme ça, il tape. On le ferait plus aujourd'hui. Attention, tes chaussures qui coûtent cher. Ou attention, tu vas te mouiller. On se met plein d'interdits. Et en fait, un des interdits de la parfumerie, pour en venir à l'odeur, parce que du coup, de cette histoire-là, j'en fais quoi? Bah, en fait, c'est les notes fruitées. En parfumerie, quand on fait des parfums chics et élégants, on veut surtout pas que ça sente le bonbon créma, le Haribo. Enfin, même les Haribo et les machins, c'est quand on est gamin. Il y a très peu de gens qui assument dans un bureau de PDG. J'imagine que s'ils vont prendre tous les bureaux des PDG des boîtes qui sont ici, il y en a très peu qui vont avouer qu'ils mangent des Haribo et qu'ils ont un tiroir avec des carres en sac. Eh ben pourquoi? Pourquoi tout d'un coup? Oui, exactement, c'est pourquoi tout d'un coup on va s'interdire ces choses qui sont de l'ordre du merveilleux. Voilà. Comment vous passez? Donc là, c'est l'histoire. Effectivement, on part sur du fruité. Ouais. À quel moment vous sentez? Parce que tout ça, vous l'avez dans la tête. C'est dans ma tête. C'est un peu. Alors, c'est Quirky, c'était là, un peu confus. Là, vous n'avez toujours rien senti. Non, mais alors au départ, c'était même pire. Au départ, je suis tombé sur ma boîte de. J'ai dû vider la maison de famille en partie, et j'ai retrouvé ma boîte de dragées quand j'étais petit. Alors donc je suis né dans les années 69, j'ai été baptisé un peu tardivement, début 70, donc c'est orange et vert, les couleurs typiques des années 70 avec des petits carreaux. Donc c'est un Vichy orange et vert. La boîte est vide parce que j'ai certainement dû manger toutes les amandes. C'était à l'époque on faisait des amandes, je ne sais même pas si on fait aujourd'hui dans les baptêmes je ne sais pas si on amandes. continue à faire des dragées. On a même rappelé la société, la maison, c'était une maison qui est encore toujours là, qui a fait les amandes. Ils ne savaient pas trop ce qu'on avait mis dedans, mais ils avaient la commande. Bref, je me suis dit, tiens, puisque je parle de mon enfance et tout ça, je vais repartir sur une idée d'amande. Donc, j'ai commencé à travailler une amande en parfumerie avec les ingrédients. Donc, je fais ça parce que je commence à écrire ma recette, un peu comme une recette de cuisine. Hein. La parfumerie, c'est pas comme la cuisine, c'est comme la pâtisserie. Vous voyez, en pâtisserie, quand on fait une recette de pâtisserie, on pèse 50 grammes, 70 grammes, machin. Le seul truc qu'on pèse pas trop, c'est le sel. Une pincée de sel, on ne sait pas trop, mais le reste, vous pesez. En fait, en parfumerie, c'est une recette de cuisine, c'est une recette de pâtisserie, parce qu'il faut tout peser. Donc, je commence à écrire amande amère, je mets les ingrédients, je lis les notes musquées, je commence à écrire. Et puis, en fait, l'amande, c'est pas aimable. Ah oui? Non. Une amande amère, le sirop d'orgeat, c'est pas aimable. Oui. Ouais, vous avez la tête toute faite. Ouais, non, l'amande, c'est pas aimable. C'est bon, mais c'est pas souriant. Donc, il fallait l'enrober. Donc, j'ai commencé, j'étais au studio et on a commencé à travailler en disant, je disais à mon équipe, bof. Et j'étais pas content. Donc, c'était de faire amande et machin, amande pêche, amande bidule. Et ça faisait un truc compliqué et c'était pas joli et c'était pas souriant. Pour bien comprendre, là, vous commencez à sentir là, ou c'est toujours non, là vous commencez à sentir? Là, j'écris, on sent, ça va au laboratoire, on attend un peu, ça revient. Et puis moi, j'aime bien attendre. Dans ma maison, j'ai ce luxe du temps. Donc, je renvoie la formule au laboratoire. Je dis que c'est toujours comme la ratatouille. Il faut attendre 2-3 jours avant de sentir. Donc, on envoie au laboratoire. En 1 heure, on a le résultat. Mais moi, je refuse de sentir au bout d'1 heure. En général, 4-5 jours, je sens. Parce que tous les éléments se sont posés. Et puis, ça ne marchait pas. L'histoire était belle. La boîte de dragées, le motif, on a fait un facsimilé, les mots. Tout ça, c'était très mignon. Mais c'était pas joli à sentir. C'était pas souriant, c'était pas pimpant, ça faisait pas la flaque d'eau, ça faisait pas orange et vert, vous voyez. Je voulais quelque chose qui soit plus rigolo, plus pétillant, plus léger. Et petit à petit, je me suis dit, abandonne ton idée d'amande, il faut prendre autre chose. Donc je suis allé chercher tous les bonbons que j'aimais. Et dernièrement, j'ai une espèce de toc. C'est assez récent, où pour éviter de manger trop de sucre, parce qu'il y a un âge, on vous annonce que vous avez un peu de diabète et tous ces trucs-là, hein, les trucs de vieux, et je me suis fait une boîte sous cloche, avec des bonbons dedans, et je respire les bonbons, j'avale ma salive en même temps, et je referme après, comme ça j'ai l'impression d'avoir mangé des bonbons. Ça marche super bien. Gardez le tips. J'ai gagné. J'ai perdu 1,5 kg au passage. Ça marche super, et ça m'a donné
cette espèce de tutti frutti tout bizarre, parce que c'est du Haribo, il y a des, je les connais tous, hein, donc il y a les crocodiles qui piquent, il y a ceux qui piquent pas, il y a des coca, il y a les dragibus, il y a les crémas, il y a les crémas. Alors les crémas qui sont très bons, c'est cerises, framboises, citron, c'est à tomber. Voilà, donc c'est dans une boîte. Je secoue, c'est même pas une boîte, c'est comme un grand bécher en verre. Je secoue le truc, j'ouvre le bocal, je mets le nez dedans, je prends une grande bouffée d'air, je referme, j'avale ma salive. Sublime. Et c'est ça qui m'a permis de tout d'un coup de digresser. Alors pareil, la formule a évolué du coup. On a rajouté des notes fruitées, une petite accroche un petit peu framboise, un petit peu machin. Petit à petit, voilà, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Et donc, comme vous dites, vous écrivez tout de suite. Oui. Ça veut dire que vous avez tout en tête, toutes les odeurs. Vous savez ce que va donner telle odeur avec telle odeur. On apprend à l'école de parfumerie. Ça fait partie de l'apprentissage qui est long. Quand vous êtes enfant, on vous apprend les couleurs. Et le nombre de fois on doit répéter à un enfant pour qu'il retienne les couleurs, vous imaginez bien que ça prend du temps. Et encore, on n'apprend pas toutes les couleurs. On apprend les couleurs primaires et les secondaires. Si vous deviez apprendre le Pantone, vous voyez ce que c'est un Pantone? C'est cet arc, enfin, c'est ce pantonnier. Je sais pas cet éventail de couleurs les unes après les autres dans la nuance près. Pour vous donner une idée, vous allez voir. Le vert de la poire. Une poire verte, ça vous parle à l'odeur. La banane verte, ça vous parle. Le gazon vert, ça parle. La pomme verte, ça parle aussi. D'accord. L'odeur du lierre vert, un peu plus compliqué. L'odeur de la feuille de marronnier, un peu plus complexe. L'odeur du chêne vert, ça commence à devenir dur. Mais des verts, comme ça, j'en ai peut-être une trentaine, une cinquantaine. Et puis là, c'est que le vert. Mais si on pense aux roses, il y a le rose de la rose, mais des roses, il y en a tellement. Et puis, il n'y a pas que le rose de la rose. Il y a le rose des fruits. Si on différencie dans sa tête l'odeur de la fraise, de la framboise et la fraise des bois, qu'est-ce qui devient de la fraise des bois entre la fraise et la framboise? Et à l'école de parfumerie, on va apprendre deux choses indispensables. Un, on apprend à se sentir. On ne remplit pas ses poumons avec l'air. En fait, c'est parce que ce n'est pas votre nez qui sent, c'est votre cerveau. Donc votre cerveau, si vous le fatiguez, à un moment donné, il dit stop. Autrement dit, c'est comme la lumière là. Si j'ai trop de lumière dans les yeux, je vois pas où vous êtes. Donc l'œil, c'est pas l'œil qui sature, c'est le cerveau qui arrive juste pas à absorber ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, l'œil, on dit l'œil s'habitue, mais c'est aussi le cerveau qui s'habitue quand même. Donc on apprend à sentir. Donc sentir, c'est déjà un tout petit, c'est hop. Vous imaginez un petit poisson qui mange un petit truc là, hop. Voilà, c'est un petit peu d'air parce que ça va laisser du temps à votre cerveau de comprendre que tout d'un coup, on lui envoie des informations dont il n'a pas l'habitude. Il le fait de manière instinctive quand on est enfant. Vous voyez, quand vous mangez quelque chose qui est nouveau, un nouvel aliment, vous prenez du bout de la fourchette, puis vous sentez d'abord, vous ne mangez pas d'abord. Vous sentez pour savoir si c'est bon, si votre corps vous dit « ok, vas-y », et après, vous allez du bout de la langue. En fait, il faut y aller du bout du nez pour se commencer à sentir. Et ensuite, on apprend la palette. On apprend tous ces éventails de parfums. Ensuite, quasiment, on apprend à mélanger les choses. Donc c'est comme un musicien qui fait ses gammes, on répète et on musicien, le danseur, on répète. C'est de la répétition. On apprend à faire un muguet, parce que le muguet, on ne peut pas l'extraire. Donc on apprend. Peut-être que c'est là où je me suis émerveillé tout seul. Le jour où j'étais devant mon petit bécher avec mon petit flacon et j'ai fait mon premier muguet. Parce que faire du muguet, c'est quand même... vous avez 5 ingrédients qui ne sentent pas le muguet. Puis tout d'un coup, vous les mélangez et ça sent le muguet. Avec le bon dosage, parce que c'est avec ce que le bon vous dosage, oui. Sinon, ça peut sentir précis. la dent creuse. Ou sinon, ça peut sentir plein de trucs vraiment pas très bons. Mais tout d'un coup, vous avez un truc qui sent le muguet. Et là, c'est fabuleux. On revient à notre cœur qui. J'aimerais revenir sur ces échanges avec le studio, comme vous l'appelez. Hyper important parce que ces discussions, ces allers-retours, ces tests, ces essais, à quel moment, qui décide de dire stop? Bon là, je pense qu'on est arrivé à l'odeur dans la maison, ce qui n'est pas le cas dans toutes les maisons. Donc chez moi, puisque j'en suis le cofondateur et mon associé, le parfum va être travaillé. Je valide. Je teste l'idée conceptuelle sur mon associé. C'est mon premier client. Il y a 2 cas. Soit il aime du premier coup, tant mieux, on avance. S'il n'aime pas, il faut que je revienne à la charge pour le convaincre. Ou alors ça veut dire que j'ai mal articulé mon idée, mais en général, j'essaie de ne pas trop lâcher l'idée. Et j'arrive à le convaincre. Et puis il me laisse souvent, de toute façon, il me laisse le lead sur ces sujets-là.
Le parfum va être travaillé pendant plusieurs mois. Là, par exemple, ça fait 5 mois que j'ai travaillé avec le studio. Donc, on est 4 personnes à sentir seulement. Mhm. Même mon associé à ce stade-là n'a pas senti encore. Et là, il a juste senti la semaine dernière. Parce qu'à un moment donné, je suis à peu près sûr à 90%, qu'il y a 90% de la formule qui est posée. Enfin voilà, je me dis c'est bon, on peut y aller. Je suis content de moi. Je sais que je vais avoir un peu de modification à faire. Il nous reste encore 2-3 mois. Et c'est à ce moment-là où je vais présenter l'idée. Mhm. J'ai déjà présenté l'idée conceptuellement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le développement du parfum d'un côté, mais il y a le développement de tous les autres, ce qu'on appelle en anglais, c'est les assets, tous les autres éléments du produit. Le flacon, s'il a un décor particulier, on va commencer à réfléchir à la publicité qu'on va faire, on va réfléchir à plein de choses. Il y a plein d'autres éléments qui sont faits en parallèle. L'odeur, il n'y a que 4 personnes pendant plusieurs mois, et tous les autres éléments, c'est le studio de création. Il y a le studio de création parfum et studio de création, tout ce qui va être packaging, maquette, qui va travailler, pareil, 4, 5 mois, 6 mois parfois, pour trouver la bonne couleur d'un flacon. Là, vous verrez, Kirky, j'ai repris l'idée des cahiers d'écoliers. Donc, j'ai repris l'idée du Clairefontaine. C'est moi qui ai écrit. On a repris tout ça. Mais dans le détail, il a fallu qu'on regarde l'interlignage. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Ça ne se voit pas, mais c'est des semaines. Et c'est fabuleux parce que ce qui est beau, c'est que ça ne se voit pas. J'aime pas d'ailleurs trop en parler parce que ça fait un peu... genre, on se plaint. Mais c'est comme une performance de ballet ou d'un musicien. On ne voit pas les heures. Et ce qui est beau dans les métiers du luxe, justement, et c'est ce que vous allez voir, parce qu'il y a des artisans que vous allez voir en bas qui font, refont ces gestes. Le nombre de fois, il a fallu le mettre à la poubelle. Vous allez voir Baccarat, ou Saint-Louis, c'est incroyable parce que aller à la perfection du mouvement ou du geste, c'est une satisfaction. Il faut l'avoir là. Si vous n'avez pas cette envie-là, c'est pas fait pour vous. Je vous promets, vous allez souffrir. Mais si vous avez cette quête personnelle du geste parfait pour avoir l'objet sans défaut parfait, c'est une satisfaction, une joie intérieure qui est collective aussi. Quand vous avez un collectif qui travaille, c'est fabuleux. Comment on fait pour se renouveler? Et d'ailleurs, j'ai l'impression que depuis que vous avez créé votre maison, il y a une évolution. On parlait de vestiaire olfactif, parce que aussi, là par exemple, le Kirky, c'est masculin ou c'est féminin? L'histoire, elle n'est pas... C'est l'histoire qui décide. Non, c'est pas peu importe. C'est l'histoire qui décide si c'est homme ou femme. D'accord. Bah oui. Kirky, c'est une histoire de l'enfance. Les bonbons, c'est pas plus masculin que féminin. Vous voyez, pas de raison. Mais quand ça s'appelle À la rose et que c'est inspiré de Marie-Antoinette, c'est plus compliqué de le dire que c'est pour les hommes. En tout cas, ma question, c'était depuis que vous avez créé votre maison, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que, comme, je ne sais pas, en musique, justement, ou comme un artiste, parfois on a des périodes, on évolue. Est-ce que c'est la même chose? Quand on a créé la maison, avec Marc, j'avais défini des choses qui étaient par rapport à ce que je voyais dans d'autres univers, dans d'autres marques existantes et d'autres créateurs. Moi, j'ai eu cette chance, avant de créer ma maison, j'ai travaillé presque pendant, alors 2009, ça fait quoi, 15 ans. J'ai travaillé pendant 15 ans pour plein de maisons. Donc j'ai fait du frais aux États-Unis, le Mal de Jean-Paul Gaultier qui est quand même très vanillé et costaud. J'ai travaillé avec beaucoup de différents créateurs qui allaient de Giorgio Armani, très minimaliste, ou Eddie Slimane, vous voyez, très simple. John Galliano, très exubérant. Jean-Paul Gaultier pendant presque 20 ans. Donc j'ai eu cette chance d'avoir à travailler sur une palette excessivement large. Et j'ai toujours eu l'inquiétude personnelle de passer de mode. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours poursuivi, parce que j'ai vu des parfumeurs qui s'étaient spécialisés, quand j'ai commencé la parfumerie, qui s'étaient spécialisés, qui avaient une patte. La patte, c'est des pattes qui sont grandioses. Hein. La femme qui a fait Trésor, Paris, Eternity, qui sont trois très grands parfums au monde, hein, dans la parfumerie. À un moment donné, cet accord rose-violette fruité, il est passé de mode. Des gens ont eu envie d'autre chose. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas ma maison. Je travaillais donc pour une société. Je devais gagner X projets par an, 3-4 projets par an. Le jour où je passe de mode, parce que mon style, c'est de faire que des masculins ou que des féminins, et je sais faire que des fleurs, le jour où on ne fait plus de fleurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je deviens? Parce que finalement, c'est mon métier. Enfin, c'est mon métier, certes, mais on est au service du client. Donc, je me suis astreint et j'ai essayé toute ma carrière d'avoir un style le plus large possible, c'est-à-dire de l'extrême fraîcheur à quelque chose qui pourrait être l'extrême sensualité. Parce que je m'étais dit,
En plus, j'ai commencé à 25 ans avec un succès qui était un succès international. Donc la tentation des clients pour venir me chercher pour faire la même chose, elle a été là pendant très longtemps, pendant 4-5 ans. Tous les clients du monde entier venaient me voir pour faire du parfum masculin. La même chose. Pas exactement le même, mais dans le même genre. Ouais. Et donc, vous imaginez que le parfum masculin, c'est 40% du marché des parfums. Donc je m'adressais déjà à 40% du marché. Dans ce 40% du marché masculin, le parfum vanillé sensuel, c'est, on va dire, 10%. Donc je m'adressais à 10% de 40%. C'est-à-dire que quand je passe de mode, là, qu'est-ce qui se passe de mode? Et c'est un parfumeur qui m'a fait prendre conscience de ça, Calice Becker, qui est devenue une amie au long cours. Avec Calice, elle m'a dit, mais tu vas avoir un problème, c'est super ce qui t'arrive, mais tu vas avoir un problème, il faut absolument que tu arrêtes de faire des parfums masculins pendant quelques temps, parce que sinon, ça va te porter la poisse. Non pas la poisse, mais ça va te marquer. Et je ne pouvais pas faire ça parce que j'étais VRP multicarte. Dans ma maison, c'est différent, je fais ce que je veux, mais c'est pareil. Moi, vous parlez du vestiaire olfactif, mais en fait, le vestiaire olfactif, c'est justement ça. C'est comme le vestiaire, comme ses habits. J'ouvre les placards le matin. Alors, j'adore la version American Gigolo Richard Gere avec Armani, fabuleux. Vous n'avez pas la référence, mais je vous engage à aller voir le. Vous êtes trop jeune pour certains pour avoir la référence. Faut changer de registre en fait. Mais vous ouvrez le placard et vous avez les chemises blanches, celles qui sont pas blanches, les rayées, avec votre vestiaire. Vous avez peut-être un pantalon à cuir. Moi, j'avais eu à un moment donné, je rentrais dedans, j'avais un pantalon en cuir que je mettais une fois par an, mais j'en avais un. Donc c'est comme un parfum en cuir que vous mettez de temps en temps. J'avais des manteaux que je mettais pas tout le temps. Et puis j'avais le jean de tous les jours, les baskets, c'est des choses de tous les jours. Le parfum, le vestiaire olfactif, c'est ça, c'est cette idée de vivre son parfum comme on vit ses vêtements. Donc je me dois quelque part dans la maison de proposer aux consommateurs, aux clients, j'aime pas le mot consommateur, aux clients, un peu comme se disait Saint-Laurent. En fait, Yves Saint-Laurent avait deux choses sublimes. Il disait les plus beaux vêtements d'une femme, c'est les bras de l'homme qu'elle aime. Donc c'est un peu ça. Et pour celles qui sont pas là, je suis là. C'est un peu ça. Et l'autre chose, c'était le vestiaire Saint-Laurent, c'était d'aller de la saharienne jusqu'à la robe du soir. La robe du soir, c'était aussi bien la robe smoking, le smoking que la robe sublime, le fourreau noir avec le gros nœud rose. Cette diversité de style et d'expression d'un vêtement, en fait. Olfactivement, j'adore l'idée de pouvoir me dire que je me permets, quand je veux, de faire ce que je veux. En fait. Enfin, il n'y a pas plus beau aujourd'hui. Le plus grand luxe, c'est quand même la liberté, hein, vraiment. Et d'ailleurs, je vous invite à aller effectivement dans les boutiques Francis Kurkdjian parce que vous avez fait, c'est ce que vous dites, des choses très différentes. Et si on regarde, il y a des choses un peu plus disruptives. Des choses... Alors, dernièrement, je me suis fait beaucoup assassiner sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ça m'amuse beaucoup. Enfin, non, au départ, ça m'a beaucoup peiné, mais c'est pas grave. Maintenant, ça m'amuse. J'ai pris beaucoup de distance. Mais parce que les gens attendent de vous un style, une patte. Alors, j'ai 2-3 parfums qui sont devenus très emblématiques dans la parfumosphère, parce qu'ils sont très opulents, parce que ça répond à des codes parfumerie. Comment ? Ce sont lesquels, justement, ceux-là ? Il y a le Baccarat Rouge 540 qui est devenu viral maintenant presque depuis 10 ans. Il y a un parfum qui s'appelle Oud Satin Mood, pareil. Il y a un parfum qui s'appelle Grand Soir. Parce qu'on attend des parfumeurs, des choses un peu convenues. Mais je suis tellement heureux du succès populaire de Kirky, par exemple. Je suis tellement... Parce que il faut se méfier de la critique. C'est un peu comme le Grand Bleu. Hein. Oui, la critique, le Grand Bleu s'est fait descendre... il faut que je change de film. Bon, il y a des films qui se font descendre par la critique et qui ont beaucoup de succès populaire, et vice-versa. Quand vous avez les deux, effectivement, c'est fabuleux. Mais moi, ce qui m'importe, comme dirait avec mon dos de casquette Christian Dior, je suis là pour répondre aux besoins de mes clients qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent. C'est ça la beauté de mon métier. La beauté de mon métier, c'est d'essayer de capter l'air du temps, de comprendre ce qui se passe et d'essayer, parce que ce sont des tentatives, de proposer, parce qu'on ne force personne à acheter. Et pareil, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup les gens se passent leur temps à m'insulter. Il faut quand même avoir une dose de haine en soi et de temps à perdre pour insulter les gens, quand même. Où les gens m'ont carrément insulté parce que c'est du parfum. On se dit, mais dans quel monde sommes-nous ? Donc je propose des choses. Donc voilà, j'oblige personne à acheter.
Je sais que mes parfums sont coûteux parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie et très complexe à faire et tout. Donc je propose, et quand la magie arrive et que vous rencontrez votre public et vous faites plaisir aux gens par le travail, vous faites pas trop plaisir, c'est pas très plaisant de créer. J'aime ça parce que c'est une forme de nécessité, il y a une forme de nécessité. C'est pas très plaisant de Mais créer. non, c'est pas plaisant. Parce qu'il y a des petites angoisses quand même. C'est ça, parce que c'est difficile. Parce que quand je parlais de mon amande qui marche pas, et que je suis convaincu au départ que ça marche, et que je fais pique-pendre, et que devant tout le monde, je dis ouais, ils vont faire une amende. Et puis que une semaine, 2 semaines. Alors la première scène, ça va, c'est normal. On dit on se gourre. 1 mois, 2 mois, et que je suis un têtu. 3 mois, et que ça va pas, et que tout d'un coup vous dites mais en fait non, ça va pas. Vous emmenez des gens. Enfin, c'est une responsabilité même entrepreneuriale que la maison lance un parfum qui fonctionne. C'est pas moi qui m'occupe trop des chiffres, mais j'ai quand même un œil sur les chiffres. J'en suis responsable à la fin. Donc oui, il y a je me lève à 5h du matin parce que j'ai envie de me lever à 5h. Hein. C'est parce que je suis comme ça. Mais il y a quand même c'est une forme un peu sadomaso, la création, quand même. Hein. J'aime pas. De temps en temps, c'est pesant. Et puis quand ça marche, c'est vrai que c'est fabuleux. Alors, j'ai deux questions. Combien de temps, question assez rapide, quoique justement ça ne l'est pas, entre le moment où vous avez l'idée et le moment où le parfum arrive sur le marché? On ne peut rien faire en dessous de 18 mois. Okay. Et dans ces 18 mois rentre à la fois la création du parfum, qui peut être en parallèle de plein de choses. Hein. Vous le verrez avec la fresque, si vous faites la fresque des métiers du parfum là, dans la sur maison, le stand, vous apercevrez tout ce qui se passe au même moment. Parce que ce n'est pas moi qui travaille que 18 mois. Dans les 18 mois, vous rentrez la création du flacon, s'il y a une création de flacon. Il va y avoir toute une partie réglementaire. On en parle peu, mais... sur les ingrédients. Sur les ingrédients, le fait que c'est une nécessité réglementaire et légale de faire un parfum qui soit complètement safe, donc qui soit dermatologiquement bon pour l'environnement, pour la peau. Enfin, tout ce contexte, et pas que pour la peau, l'environnement même, l'écologie. On intègre aujourd'hui une transition écologique qui fait qu'on va réduire la taille des packages. Vous allez voir prochainement, et notamment chez moi, hein, on va revenir à des tailles de packaging qui vont rétrécir parce qu'il faut absolument que même le luxe fasse son travail aussi, de l'empreinte carbone. Donc moi je dis aux équipes, small is beautiful. Voilà, donc on va réduire, c'est fini les grandes boîtes où il y a un tout petit flacon qui est perdu dedans. Moi j'ai cette chance-là, depuis le début, on a toujours eu cette idée de faire les choses très au plus près du flacon, donc on a eu cette chance-là de l'avoir au début, mais à un moment donné, on a quand même eu la tentation de faire plus grand, ce qu'on appelait voleur, vous imaginez un peu le truc. Ça, c'est le packaging, vous avez le réglementaire, vous allez avoir une campagne de publicité. C'est entre le moment où vous avez l'idée et le moment où vous la réalisez, c'est 5 mois de travail, 6 mois de travail. Il faut imaginer que quand le parfum est sur le comptoir au 1er septembre, c'est-à-dire qu'il est arrivé pour faire le détour, il est arrivé dans les warehouses, comment on dit ça, les entrepôts, au mois de mai. Pour qu'il arrive dans les entrepôts au mois de mai, il a fallu le conditionner et le fabriquer au mois de février. C'est-à-dire qu'il a fallu commander les ingrédients 6 mois plus tôt. Donc ces 18 mois, c'est 200. La maison, aujourd'hui, c'est 200 personnes. Ouais, c'est toute une chorégraphie. C'est c'est un orchestre. C'est un orchestre qui... Vous voyez, au tout début de l'orchestre, dans un orchestre classique, tout le monde est en train de mettre son... De s'accorder. C'est une cacophonie totale. Et au départ, vous vous dites, waouh, est-ce qu'on va y arriver ? Et petit à petit, le chef d'orchestre, mon associé notamment, et puis les deux, trois personnes, commencent à faire que la partition, elle commence à ressembler à quelque chose. Est-ce qu'il y a des moments de doute? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit, je ne vais plus jamais réussir à créer? Là, je suis fatiguée, je ne sais pas, je ne vais pas y arriver. Souvent. Ouais. Oui, parce qu'il y a... Alors le doute, il est sans doute... Alors ce matin, il y avait un truc sur le doute à la radio, j'ai oublié comment il disait, mais le doute est sain. La seule chose dont on ne peut pas douter, c'est de la science. Moi, je pense que c'est ce qui est... En gros, c'est ce qui était... C'était la conclusion la conclusion ce matin à la radio. Ce dont on ne doute pas, c'est de la science. Le reste, on peut douter de beaucoup de choses. Mais oui, parce que dans ma carrière, je ne sais pas si c'est une chance, mais voilà, j'ai fait des très très grands succès. Et en fait, la question, c'est toujours quand est-ce qu'il va venir le prochain grand succès. Alors, il ne faut jamais courir après le succès. Le succès est la conséquence
d'un travail bien réalisé. Et c'est pas moi qui l'ai dit, finalement c'est Jacques Guerlain, je crois que c'est un Guerlain, je crois que c'est Jacques, qui disait si vous faites le bon produit, avec la bonne qualité, au bon prix, ça marchera. Faut jamais... J'ai en fait tout fait dans ma carrière, j'ai fait des très grands succès et j'ai fait des grands flops aussi. J'ai eu des grands échecs et ça calme les échecs et on apprend de ces échecs. Et je pense qu'on apprend plus des échecs. Il faut apprendre plus de ces échecs que des grands succès, parce que les grands succès, même si j'en suis un peu j'en suis un des artisans, ça ne dépend pas jamais que de moi. Ça va dépendre du client, quand le client va... Ça dépend de le bon parfum au bon moment, dans le bon flacon avec le bon nom. C'est des questions qui dépendent très souvent pas de moi-même. En fait. Oui. Donc les doutes, oui, il y en a. Votre particularité aussi, c'est de collaborer avec de nombreux artistes et créateurs de mode, parce qu'on sent que vous avez un goût artistique, esthétique. Pour quelle raison? Je crois d'ailleurs qu'il va y avoir au Palais de Tokyo une magnifique exposition d'ici quelques jours. Je vous vois, ce sera le 28 octobre. Ouais. Une exposition rétrospective sur votre carrière et surtout vos conversations artistiques. Ah oui, alors c'est pas... oui, je reprécise toujours, c'est pas une rétrospective de ma carrière en tant que parfumeur pour les marques. C'est une rétrospective c'est même pas une carrière, c'est une rétrospective des conversations et des installations artistiques olfactives que j'ai pu faire depuis 30 ans. Parce que le 30 ans, ça marque mon arrivée dans la parfumerie avec le mal de Jean-Paul Gaultier. Et puis très vite, je me suis aperçu que le parfum n'était pas un art. Enfin, le parfum du parfum qu'on porte n'est pas un art. Moi, je dois plaire, ça doit plaire. C'est une discipline artistique, mais c'est une discipline artistique. Il y a un savoir-faire artistique, mais ça reste un savoir-faire. Et c'est là où on en vient de Soulage. Soulage dit l'artisan, il sépare l'artiste de l'artisan. Mais moi, je dois plaire. Et un parfum, on ne parle jamais des publicités. Les voitures sont rutilantes, elles ne sont pas cabossées, les gens sont tous liftés, ils sont tous beaux, tout le monde est propre, voilà, tout le monde est super bien. Il n'y a pas de dérapage, il ne se passe jamais rien de négatif. On s'inspire pas, personne. Il n'y a aucun parfumeur qui a dit tiens, je me suis inspiré d'une rose fanée qui sentait la poubelle. Super. Dans l'art, vous n'avez pas de tabou. Dans l'art, et la musique est un art. Il y a des musiques qui vous font pleurer, qui sont faites pour vous faire pleurer. Une musique de Requiem, c'est une musique pour célébrer la mort. Si je devais appeler un parfum Requiem pour une rose en sous-sol, bof, je pense que mon associé ne serait pas super content et me regarderait en disant c'est la fin Kurdian. Donc très vite, je me suis aperçu que ma discipline, qui était infusée d'art, n'était pas une discipline artistique. Je ne pouvais pas tout faire. Et c'est une artiste qui est aujourd'hui très connue, Sophie Calle, mais il y a 25 ans, Sophie Calle était quand même beaucoup moins reconnue, qui m'a demandé à un moment donné, on m'a fait dire Sophie Calle voudrait que tu composes l'odeur de l'argent. Et mon premier instinct, tellement j'étais conditionné par le métier de parfumeur, qui était un métier un peu à la fois béni oui-oui et conditionné par faire du beau, j'ai demandé, mais elle veut quoi? Et on m'a dit, non, elle veut pas quoi, elle veut toi. Elle veut ta vision, une vision esthétique, artistique. Et de là, je me suis dit, mais finalement, oui, le parfum, c'est pas un art. Je sentais bien qu'il fallait faire joli, il fallait que la note de tête, on la modifie, il fallait que le parfum soit plus joli, plus souriant, plus ceci, plus féminin. Séduire, voilà. Le parfum, il faut être dans une posture. C'est normal, on voit vendre un produit, il doit être séduisant, on doit en avoir envie. Mais l'art, c'est pas qu'on en a envie, c'est qu'on en a besoin et ça provoque des émotions bonnes ou mauvaises. Et donc là, tout d'un coup, ça m'a permis de travailler collaborer avec un artiste syrien où j'ai fait l'odeur du sang sur des bougies qu'on faisait brûler, qu'on faisait fondre sur un autel pour commémorer la guerre en Syrie. Donc c'est quand même le thème quand même super lourd. J'ai travaillé avec un artiste contemporain que j'adore, Yann Thomas, complètement conceptuel face au Marcel Duchamp dans un eau à boire avec un film qu'on va projeter pour la première fois parce qu'à l'époque c'était un peu underground tout ça. Donc là, ça va être assez un moment spectaculaire. Travailler avec des compositeurs de musique, avec des metteurs en scène au théâtre, à l'opéra, dans des choses l'odeur de Salomé qui demande la tête de Jean-Baptiste et vous avez le sang qui dégouline sur une scène et ça sent la transpiration parce qu'elle a dansé. Ça peut pas être on peut pas faire un parfum avec ça qui va se vendre. C'est pas possible. Je vous jure, c'est pas possible. Mais sur une scène de théâtre, ça provoque une émotion. Mais oui, Festen où on parle d'inceste. Ouais. J'ai travaillé pour une scène où on parle d'inceste avec une jeune fille qui se suicide. Enfin, le thème, il est juste...
voilà, il parle de la vie. La parfumerie ne parle pas de la vie. Elle parle de la vie, mais elle parle d'un côté de la vie qui est merveilleux. C'est un peu les bisounours quand même. Ouais, on est un peu dans le monde. Mais c'est très bien, je suis très heureux. Et il faut ça. Il faut donner cette idée de rêve. Mais au Palais de Tokyo, on va voir cet envers du décor, quelque part. Le parfum comme moyen d'expression, en fait. À la fois le parfum comme moyen d'expression, le parfum comme vecteur d'émotion. C'est ça. Enfin, plus que vecteur, même provocateur d'émotion, qui provoque des émotions, véhicule de l'émotion. Et le parfum, comme le nom l'indique, sculpture de l'invisible. Comprendre qu'un parfumeur, un compositeur, en tout cas en ce qui me concerne, et j'ai réussi à le verbaliser, mon métier, c'est finalement cette matière invisible, c'est comme la musique. Voilà. Je pense que récemment, j'ai trouvé cette analogie. La musique est invisible, le son est invisible, mais il vient bien de quelque part, on entend les voix, on les imagine. Comme on est habitué à l'œil, on voit ce que c'est. On voit que ce sont des gens, on imagine. Ben moi, quand je sens l'odeur du muguet, dans ma tête, va se visualiser, comme si je l'écoutais derrière la porte, va se visualiser tous les ingrédients nécessaires à faire du muguet dans ma tête. Et depuis 30 ans, 35 ans, quand j'ai commencé la parfumerie, j'ai appris à visualiser et à faire que le parfum, c'est une sculpture de cet invisible. Magnifique, on resterait bien sur cette note-là, si j'ose dire. Mais j'aimerais vous poser une dernière question. Pardon, quel conseil vous donneriez à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, plus globalement, pour devenir le prochain Francis Kurkdjian? Ou au moins, soyez vous-même. Ou au moins aller dans la parfumerie. C'est pas un cadeau. Autour de moi, on vous dirait prochain Francis Kurkdjian, on vous dirait c'est pas un cadeau. non, soyez vous-même. Déjà, c'est important. Pour faire carrière dans la parfumerie, en tant que compositeur de parfum. Exactement. Qu'est-ce que m'ont dit? En fait, je ne sais pas ce que je dirais moi, mais qu'est-ce que m'ont dit mes maîtres? Alors, mes maîtres, ils n'étaient pas très positifs. Ils m'ont dit non, c'est bouché, c'est fini, c'est la fin. Donc bon, super. Moi, je vais être plus positif. Alors, écoutez-vous. Voilà. C'est ce que je dis le matin. En général, le week-end, le samedi matin, j'ai 1h30 de call avec des jeunes qui me contactent sur Insta. Alors, si je dis ça, tout le monde va m'appeler, mais c'est pas grave, je le ferai quand même. Il y aura une file d'attente. C'est pas grave, j'assume. Oubliez ce que disent vos parents. Oubliez de vous. Si vous aviez une baguette magique, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis tout le temps. Si vous aviez une baguette magique, vous avez une baguette magique dans la main, vous oubliez ce que vous disent vos parents, vous oubliez ce que vous ont dit vos profs, que vous étiez mauvais, nul. C'est surtout à ces élèves-là. En fait, je m'adresse surtout à ceux à qui on dit que c'est pas possible. Les enfants à qui on dit c'est possible et qui ont un environnement familial, culturel, social où tout est possible. C'est pas un vrai problème finalement pour eux parce que ça sera possible, ils l'ont dans la tête. Je m'adresse plutôt à ces élèves, à ces enfants, à ces étudiants, à ces jeunes qui ont eu des barrières sociales, financières, familiales, émotionnelles, émotives, voilà. Parce qu'en fait, c'est possible. Ça demande beaucoup de travail, ça demande de la résignation, ça ne demande pas des sacrifices parce qu'en fait, quand on aime, on ne fait pas de sacrifices. Moi, quand je faisais de la danse classique, mon père était un jour horrifié. Il est allé voir le prof parce que je recevais des coups de... Maintenant, c'est un peu différent, l'éducation de la danse. Mais à une époque, à l'Opéra de Paris, vous recevez des coups de latte avec une badine sur le haut, un peu partout. Et on nous attachait le pied le long de la barre avec une C'était au siècle dernier, quoi. Mais complètement. Mais en fait, est-ce que j'ai eu mal? Non. Parce que mon premier rêve, c'était de devenir danseur étoile. Et est-ce que c'était sacrifier quelque chose? Non. Et même quand j'apprenais la parfumerie et je révisais et que je me levais tôt pour réviser mes matières premières, parce qu'on sentait du flacon comme ça, en fait, c'est pas une question on sacrifie rien, parce que ça fait partie de ce que l'on est. Mais c'est possible. Voilà, ça demande du temps, ça demande du travail, mais ça demande de se dire que nos rêves, allez, il faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Parfois, oui, on se blesse. Oui, on tombe. Moi, j'ai eu des échecs. J'ai 4 ans de ma carrière, entre 95 et 99. Il y a 4 ans, il y a 0 parfum. Je n'ai fait 0 parfum. Après le mal de Jean-Paul Gaultier, où on m'a érigé comme le petit prodige de la parfume à 25 ans, ce qui n'avait jamais été fait avant. J'ai 4 ans où je n'ai pris que des claques parce que je ne savais pas faire. Il a fait que je me repose. J'étais très bien entouré. Donc, j'ai des gens qui m'ont aidé, mais j'ai failli quitter la parfumerie parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais mal entouré, non pas par des gens mauvais, mais parce qu'il a fallu m'aider à
absorber ce succès, à reprendre le chemin de l'apprentissage, quelque part. Donc, vous aurez des embûches. C'est pas facile. Les stages, c'est compliqué à trouver parfois, oui. Mais là, j'ai un jeune que on vient de le signer hier, je suis trop fier. Reconversion professionnelle, il adorait la parfumerie. Il s'est débattu, mais comme un fou. Et on va réussir à le prendre en apprentissage. Il voulait être assistant parfumeur, donc c'est au laboratoire, un peu laborantin. Et ben, il a mangé de la paille, quoi. Moi, j'en ai mangé de la paille. Du 93, où j'étais pas fils de Grassois et qu'on savait pas ce que c'était que la parfumerie. Mais ça vaut le coup de manger parfois Ouais, ça vaut le coup. Vraiment, le chemin, il est... Mais de toute façon, tous les chemins sont souvent très compliqués, de toute façon. Merci. Mais je vous souhaite un beau chemin. Voilà, Ouais. c'est surtout ça qui est important. Le vôtre, pas celui qu'on vous impose. Le vôtre, c'est ça qui est beau. Merci infiniment, Merci. Francis Merci, Kurkdjian. Karine. Merci beaucoup. Merci.